Voici un cours de philosophie de Georges Labica. Aujourd'hui, le marxisme, 4e partie. L'actualité du marxisme. Nous en venons aujourd'hui à notre 4e et dernière leçon. Peut-être faut-il rappeler, au moins brièvement, le parcours que nous avons suivi jusqu'ici. Tout d'abord, je vous le rappelle, nous avons essayé de traquer le nom du marxisme en nous interrogeant sur cette dénomination. Et nous avons trouvé, outre de considérables enjeux concernant le statut de la théorie, un programme critique. Dans un second temps, nous avons essayé d'appréhender l'objet du marxisme, c'est-à-dire essentiellement les rapports capitalistes de production, autrement dit, ce que Marx appelle aussi la société moderne ou société bourgeoise, et les conditions de sa révolution. Le concept de lutte de classe nous était apparu alors comme central. L'avant-dernière fois, nous avions abordé plutôt, et de manière très survolée, une sorte de cliché d'altitude, l'histoire du marxisme, avec quelques remarques d'abord sur le statut qui peut paraître étrange de l'œuvre, et nous avons vu que la relation théorie-politique gouvernait, parce qu'elle suggérait un certain nombre de repères, la prise de vue que nous pouvions avoir de cette histoire. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui n'est pas moins difficile. Il s'agit de brosser, toujours à grands traits évidemment, un bilan de la théorie. Ce bilan, je le place délibérément sous le signe de l'actualité du marxisme. Je dis délibérément dans l'intention d'opposer une réflexion aussi sereine que possible à ceux qui, aujourd'hui, d'une part, pleurent ou se réjouissent de la mort de Marx, et à ceux qui, d'autre part, pleurent ou se réjouissent de la perpétuation du marxisme. Car les deux existent, bien qu'ils soient inégalement représentés dans ce que l'on appelle aujourd'hui couramment la crise du marxisme. Et je vais à nouveau demander à Catherine Gauthier, qui veut bien faire l'office de Candide, ce que lui évoque au pied levé cette expression, la crise du marxisme. Mais écoutez, je vais m'exprimer d'une manière subjective, donc il n'est pas du tout dit que je sois suivie par les auditeurs d'une part qui nous écouteront et tous ceux qui m'entourent dans la société dans laquelle on évolue en ce moment. Mais j'ai l'impression que la crise du marxisme peut être perçue comme allant dans le sens d'une remise en cause d'un certain nombre de valeurs, de doctrines, de dogmes, d'une interrogation grandissante des hommes qui se définirait plus par rapport à l'être humain en tant qu'entité unique que par rapport à un groupe. J'entends par là qu'après l'ère de la révolution industrielle, l'homme se retrouverait plus seul face à des problèmes matériels et terrestres, entre guillemets, et plus en relation, en prise directe avec un inconnu universel, un intérêt cosmique. La théorie du marxisme remise en cause par le biais donc d'une philosophie individualiste face à des interrogations qui dépasseraient l'humain. Et là, je citerai Montaigne, bien qu'il ne soit pas de notre siècle, mais par une citation que je trouve très très actuelle, et qui dit ceci: « Je ne me situe pas, je m'essaie ». Bien, écoutez, je vois que vous n'êtes pas un vrai Candide, ou plutôt vous êtes un vrai Candide, c'est-à-dire que les questions qu'on vous pose ou qu'on vous suggère ne vous prennent pas du tout au dépourvu. La réponse que vous nous avez donnée est une réponse qui va loin. D'abord parce que j'y enregistre un certain nombre d'éléments, le fait qu'une certaine étape du développement s'est dépassée, ce qu'il est convenu d'appeler la révolution industrielle, complétée par la révolution scientifique et technique, et d'autre part la remarque importante que vous faites, parce qu'il semble que ce soit aujourd'hui la ligne dominante, au moins en matière d'opinion, le retour, à la suite d'on ne sait quelle déception, mais nous en dirons peut-être quelques mots, le retour de l'individualisme et du refuge individuel. Ce refuge individualiste, vous indiquez bien sur quoi il se fonde, c'est-à-dire le fait que, comme l'ont dit certains philosophes allemands, l'homme est en quelque sorte jeté face à lui-même et que dans l'univers, dans le cosmos et face aux problèmes matériels, il se retrouve seul. Il se retrouve seul, c'est-à-dire démuni. Et là, je crois qu'on peut suggérer ici le thème qu'on a appelé pendant longtemps, et dont Raymond Aron est à l'origine, le thème de la fin des idéologies. En ce sens qu'on dit toujours, l'idéologie, c'est l'opinion de l'autre. Le thème de la fin des idéologies semblerait vouloir dire, en effet, que l'individu est abandonné à lui-même.
Alors cette prise de position qui est, je crois, très intéressante et qui relève du constat parce que beaucoup de gens l'ont dans la tête et que la presse aujourd'hui très couramment développe le thème de l'individualisme, le thème du libéralisme, parce que le libéralisme au fond n'est rien d'autre que la version économique de l'individualisme, signifie en effet un jugement sur le marxisme, un jugement qui est en bonne partie négatif dans la mesure où il signifie que on ne trouve plus aujourd'hui, ou on ne trouverait plus dans la théorie marxiste, disons, des éléments ou des moyens pour penser notre présent et pour le transformer. Eh bien, mon intention, c'est de répondre à cette question et justement de contester ce recours. Je dirais tout d'abord que quand on parle de la crise du marxisme, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus, les colonnes des journaux et des hebdomadaires en sont pleines. La crise du marxisme signifie d'abord quelque chose qu'on doit avoir présent à l'esprit. C'est que le marxisme en tant que théorie a toujours fonctionné à la crise. La première crise du marxisme, elle apparaît dans les années 1880. Il y a des ouvrages et des articles qui portent ce titre. Et cette crise se reproduit constamment, tout simplement parce que le marxisme a la prétention d'être lié à l'histoire, c'est-à-dire de fournir des interprétations pratiques, des processus de transformation pratiques de la réalité humaine, de la vie et de l'histoire. D'autre part, le mot de crise, philosophiquement, on ne peut pas le penser en dehors du couple qu'il forme avec le mot critique. Là où il y a crise, il y a critique, et les philosophes l'ont toujours entendu ainsi. D'autre part, quand on parle de crise du marxisme, de quelle crise s'agit-il ? Il ne s'agit pas d'un infarctus, bien évidemment. Le marxisme ne s'arrête pas d'une attaque. Est-ce qu'il s'agit d'une crise de croissance ? Je ne dis pas d'adolescence, mais peut-être d'une crise de croissance. Ce sera une question à examiner. D'autre part, les questions que pose cette crise, c'est de savoir qui parle de cette crise, qui elle sert. Il y a des chances à cet égard que les choses soient différentes, selon que ce sont des marxistes qui en parlent, ou des non-marxistes, ou encore l'espèce qui a proliféré dans ces dernières années, des ex-marxistes. Je dirais là encore que le fond de la question, c'est précisément cette sorte de dialogue, ou au sens grec de dialectique, qui se produit entre la théorie et la politique. Autrement dit, l'ambition du marxisme de se marier avec l'histoire. Parce que c'est ce mariage avec l'histoire qui est fauteur des ismes que nous avons déjà rencontrés, qui sont aujourd'hui devenus familiers, ils sont dans le domaine public. Nous en avons déjà cité quelques-uns, le léninisme, le stalinisme, le trotskisme, le maoïsme, le gramscisme et tout ce que vous voudrez, qui sont autant d'enfants que le marxisme a fait à l'histoire, et on peut considérer que certains de ces enfants sont illégitimes, que d'autres sont légitimes. Nous n'entrerons pas dans ce détail-là. Mais en tout cas qu'au moins cette première réflexion sur la crise du marxisme nous serve à entamer notre bilan, à aller peut-être un peu plus loin, et à considérer ce que j'appellerais les pages qui sont désormais tournées dans cette histoire. En disant les pages tournées, je veux absolument éviter de me livrer à une sorte d'opération comptable avec un bilan négatif, un bilan positif. Je crois que ça, ce sont des exercices qui ne mènent pas très loin. Je dirais que la première de ces pages qui a été tournée, c'est celle de l'évolutionnisme que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à croire que les contradictions internes dont la société capitaliste est porteuse conduiraient celle-ci à une sorte de crise qui l'emporterait, cette crise devant déboucher sur l'avènement d'une société nouvelle. Et c'est à cet égard qu'on reprend très souvent la métaphore utilisée par Marx de l'accouchement. La société capitaliste serait grosse d'une société nouvelle, qu'on appelle tantôt socialiste, tantôt communiste, et le processus de grossesse ferait que la société nouvelle viendrait à terme, et par conséquent, le monde changerait de visage. Nous savons aujourd'hui que les choses ne se sont pas passées ainsi, et que les théoriciens, notamment ceux de la Deuxième Internationale, qui ont attendu cet heureux événement, se sont trompés. Cet événement ne s'est pas produit. Voilà la première page qui est tournée. Avec elle est tournée aussi la page plus complémentaire que contradictoire, qui est celle qu'on a appelée parfois du gauchisme, parfois de l'aventurisme, je ne donne aucun sens péjoratif à ces termes, qui consistait à se demander, puisque la révolution ne vient pas, puisque l'accouchement ne se produit pas, accélérons le processus, ou comme diraient les gynécologues, utilisons les forceps. Ce volontarisme-là n'a rien donné non plus.
L'histoire nous a tenu la comptabilité des révolutions qui ont échoué. Nous devons donc renvoyer dos à dos ceux qui étaient trop patients, les attentistes, et ceux qui étaient trop pressés. Une autre page qui est tournée, c'est celle qui a été inaugurée par la révolution soviétique de 1917. Cette page est tournée et on peut être surpris de ce qu'elle n'ait pas été tournée plus tôt. Parce qu'enfin, la révolution soviétique de 1917 avait un caractère proprement exceptionnel. Ce caractère exceptionnel, nous n'entrons pas non plus ici dans le détail, mais je rappelle qu'il était dû à la fois à des raisons historiques, les conditions dans lesquelles la révolution s'est opérée en 1917, il était dû à des raisons politiques, et pour ce qui nous occupe ici, plus largement, il y avait des raisons théoriques. C'est le fait que cette révolution ne s'est pas produite du tout dans les conditions que Marx avait prévues, puisque Marx pensait, c'est toujours la métaphore de l'accouchement, que la révolution se produirait dans les pays les plus avancés et disposant des effectifs ouvriers les plus nombreux. Le paradoxe, c'est que cette révolution de 17, par son prestige, par les espérances qu'elle a entraînées, et aussi par la théorisation que lui a donnée l'internationale communiste, ou la Troisième Internationale, s'est présentée comme un véritable modèle. Et qu'en quelque sorte, l'internationale a offert à tous les pays la recette, puisqu'il faut l'appeler ainsi, qui consistait à reproduire dans les conditions qui étaient les leurs la révolution de 17. Eh bien, nous savons aujourd'hui que ceci ne marche pas. Dernière page, enfin, qui a tourné, c'est celle qui consiste à considérer, c'était le cas, nous l'avons vu la dernière fois, du stalinisme, à considérer le marxisme comme un corpus doctrinal, comme un ensemble proprement achevé. Certains sont même allés ajouter jusqu'à l'adjectif harmonieux. Ça aussi, nous savons que c'est terminé. Si nous considérons ces pages ainsi tournées, nous pouvons tirer quelques leçons. On peut d'abord penser, et c'est, je crois, l'arrière-pensée d'un certain nombre de nos contemporains, on peut penser que ces phénomènes signifient tout simplement la fin du marxisme. Nous retrouvons là, pour parler vulgairement, un air connu. Mais on peut penser aussi que les expériences qui ont été faites, si durement ressenties aient-elles été, ces expériences ont porté leurs fruits, dans la mesure où ce que nous voyons, c'est la fin des modèles. C'est la fin du couple orthodoxie-hétérodoxie. L'idée qu'il y aurait dans le marxisme un noyau pur par rapport auquel les autres seraient, disons, des formes d'hérésie au sens religieux. Cela, me semble-t-il, est terminé. Quelles que soient les limites dans lesquelles le mouvement communiste et les différents partis communistes ont enregistré cette fin des modèles. Je renvoie ici au 20e congrès du Parti de l'Union soviétique, aux changements qui sont en train de se produire sous nos yeux en Chine, à la naissance en Europe, mais pas seulement en Europe, puisque le Japon et le Mexique s'y sont ralliés de l'eurocommunisme, etc. Alors ceci peut s'entendre au négatif, on dira c'est la fin des orthodoxies, mais je pense qu'il vaut mieux l'entendre au sens positif. C'est pas la fin des orthodoxies seulement, c'est la naissance de ce que récemment encore un chercheur allemand appelait le marxisme pluriel, le marxisme ouvert, c'est-à-dire un marxisme qui ne renie aucune de ses composantes. Lorsque nous avons rédigé le dictionnaire critique du marxisme, nous avons constaté que des gens qui avaient appartenu à des mouvements aussi divers que le Parti socialiste, le Parti communiste, les groupes maoïstes, les groupes trotskistes, les groupes autogestionnaires, etc., ces gens qui parfois s'étaient tapés sur la figure au sens figuré et au sens propre, parvenaient tout simplement à parler ensemble, à travailler ensemble et en fin de compte à se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions et d'interprétations. J'ajoute pour clore ce point que la thématique de la mort du marxisme est très largement européocentriste et que ça, nous ne le mesurons pas assez. Et que dans cet européocentriste, elle a un petit côté résolument hexagonal. Je vous en donnerai rapidement une illustration. Un célèbre économiste américain qui s'appelle Robert Heilbronner vient de faire paraître il y a quelques mois un livre qui a été traduit en français et qui s'appelle « Marx pour et contre ». S'agissant de ce livre, quelqu'un d'aussi peu suspect de familiarité ou de sympathie pour le marxisme que M. Galbraith, qui est ambassadeur des États-Unis en France, disait
je considère qu'il faut lire tout ce qu'écrit Heilbronner. Eh bien, Heilbronner, dans la préface qu'il rédige pour l'édition française, rappelle à quel point le marxisme a fécondé le champ des sciences humaines, en particulier s'agissant de la France, l'école historique des annales, et le fait que quelqu'un comme Fernand Braudel s'y réfère avec éloge. Mais il ajoute, et ce point me paraît important, les quelques lignes que je vous invite à lire. Il est donc évident que pour moi, le marxisme est tout à la fois vivant et mort. Certaines questions qui avaient pu susciter une excitation intellectuelle ont perdu leur intérêt initial et ont donné naissance à une forme de répulsion. L'usage d'incantations marxistes pour sanctifier des décisions politiques en est un exemple fondamental. Mais d'autres thèmes sont venus prendre leur place et provoquer de nouvelles réflexions. Ainsi, la nature subtile de la domination politique, la complexité de la conception matérialiste de l'histoire et au moins aussi important le problème des limites de la faculté d'adaptation du capital. Vous voyez donc ce que ce jugement a d'intéressant par rapport à certains contempteurs pressés et énervés que nous rencontrons en France aujourd'hui. Il est le fait d'un économiste américain, connu, je le rappelle, et qui est beaucoup plus modéré, c'est-à-dire qui considère que dans le marxisme, il y a à la fois une partie qui est morte et une partie qui est vivante. Ça n'est pas nouveau, ça. Ça n'est pas nouveau puisque, à la fin du siècle dernier, le grand philosophe italien Benedetto Croce écrivait un ouvrage qui avançait déjà l'idée de Heilbronner, savoir qu'il fallait faire passer une ligne de démarcation dans le marxisme entre ce qui était mort et ce qui était vivant. Le titre de son ouvrage était Comment est née et est morte la théorie marxiste en Italie. Bien, cette mise au point étant faite, poursuivons et essayons d'aller encore un peu plus loin, au-delà justement des anathèmes réciproques, pour prendre la mesure de quelques réalités qui découvrent la nécessité d'une repensée et d'une sorte de mise à jour du marxisme. Ces réalités seraient trop nombreuses pour que nous en fassions le tour, mais je vais en prendre quelques-unes qui me paraissent significatives et qui sont effectivement de l'ordre du fait. Le premier de ces faits, c'est ce qu'on peut appeler la perte d'attractivité des pays socialistes, qu'on appelle aujourd'hui, sous une formule modérée et pudique, les pays du socialisme réel. Il faut essayer de mesurer combien, pour le mouvement ouvrier européen, la perte d'attractivité de ces pays a été considérable et a été un dommage considérable. Souvenons-nous que le socialisme, c'était la paix, et nous avons assisté à des guerres entre les pays socialistes. Souvenons-nous que le socialisme, c'était le développement économique accéléré et harmonieux. Or, nous avons vu les difficultés considérables qui sont rencontrées dans des grands systèmes économiques comme celui de l'Union soviétique. On nous avait dit le socialisme, c'est la démocratie. On nous avait dit le socialisme, c'est la liberté. Et nous avons vu, le moins qu'on puisse dire, les énormes manques à gagner en matière de liberté et de démocratie dans les pays socialistes. Face à ce fait, il y en a un autre qui a été considérablement sous-estimé par les premiers théoriciens marxistes. C'est tout simplement la capacité extraordinaire de résistance du capitalisme. Le fait que le capitalisme dispose d'une puissance d'ajustement qui est tout à fait considérable. Aujourd'hui, sous nos yeux, nous le voyons. Nous sommes dans ce qu'on appelle une période de crise. Dans cette période de crise, que se passe-t-il ? Il se passe que le capitalisme restructure, dans le cadre de la révolution informatique, robotique, etc., comme on voudra dire, l'ensemble du procès de travail, c'est-à-dire remodèle le travailleur collectif. Et cette puissance n'est pas seulement une puissance économique. Le fait qu'elle soit économique est déjà grave parce que, à un moment donné, souvenez-vous, Khrouchtchev tapait sur la table de l'ONU avec sa sandale et il annonçait que bientôt l'agriculture soviétique allait dépasser l'agriculture du Middle West américain. Et puis qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que presque chaque année, les pays socialistes et l'Union soviétique font appel aux États-Unis, au Canada et à d'autres pays pour la fourniture de céréales. Nous avons constaté que le capitalisme est parvenu à exporter sa crise jusque dans les pays socialistes. Les problèmes monétaires des pays socialistes, leur dépendance vis-à-vis des monnaies occidentales sont tout à fait nettes de ce point de vue.
Mais cette puissance-là n'est pas seulement une puissance économique, c'est une puissance politique qui a mis les États-Unis en position d'être ce que Kautsky appelait autrefois le véritable ultra-impérialisme, c'est-à-dire à se comporter comme le chef de file des pays occidentaux. Et d'autre part, ce qu'on appelle parfois l'impérialisme culturel, c'est-à-dire la domination culturelle, musicale, vestimentaire, etc., qui est celle de la plus grande puissance de l'Occident. Troisième fait. Le troisième fait, mais c'est un constat aussi, c'est que les partis communistes qui se sont constitués dans les années 20 et qui avaient comme programme la révolution, force est de constater qu'ils n'ont pas rempli ce programme. Non seulement ils ne sont pas parvenus à faire la révolution, mais nous constatons que partout en Europe, à l'exception peut-être de l'Italie, les partis communistes ont reculé, et qu'ils ont reculé malgré les efforts de mise à jour, ou d'aggiornamenti, comme on dit en Italie. Prenons-en quelques exemples. Le fait que la plupart des partis du monde occidental ont renoncé à la référence au marxisme-léninisme, ont abandonné la notion de dictature du prolétariat, la notion d'internationalisme prolétarien, qu'ils se sont ouverts à des prospectives nouvelles. C'est ce que veut dire, par exemple, le terme d'eurocommunisme. Il faut quand même constater qu'il y a de leur part une certaine incapacité à la fois à s'adapter aux conditions nouvelles qui relèvent de l'ordre économique comme de l'ordre social, et d'autre part une certaine incapacité à se transformer eux-mêmes. En face de ces données qui sont bien connues et qui nourrissent de manière, me semble-t-il, trop rapide le thème de la mort du marxisme, il faut prendre en considération d'autres faits. Parmi ces faits, pour n'en indiquer que deux qui me paraissent importants. Il y a d'abord ce que nous avons vu dans nos sociétés, disons depuis une quinzaine d'années. On pourrait faire dater ça de 1968. La naissance de nouveaux mouvements sociaux et de phénomènes sociaux nouveaux. Parmi ces phénomènes, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, le mouvement pacifiste, le mouvement contre le racisme, les différents mouvements associatifs, et nous avons vu des franges considérables du monde catholique qui ont pris conscience, pas seulement en Amérique latine, mais en Europe, de la nécessité de changement. À l'Est, nous avons vu se développer des critiques, nous avons vu s'engager de nouvelles luttes sociales, et pas seulement le phénomène de la dissidence. D'autre part, si nous voulons bien sortir comme il faut le faire de notre cadre européen, nous constatons que dans le tiers-monde, les luttes n'ont pas cessé de se développer en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et que nombreux sont les pays pour lesquels non seulement le marxisme n'est pas mort, mais où il reste vivant, où il reste agissant, et où il est profondément marié aux traditions culturelles nationales de ces différents pays. Il suffit de penser pour l'Amérique latine à des hautes figures comme celle de José Martí, comme celle de Mariátegui ou de Sandino au Nicaragua. Que veut dire cet ensemble de faits ? Eh bien, il veut dire essentiellement que la société a changé. Que la société a profondément changé, c'est juste, et qu'elle n'est plus, et que le capitalisme lui-même n'est plus ce qu'il était au moment où Marx écrivait son grand ouvrage. Toutefois, il faut immédiatement rectifier cette proposition en faisant valoir que si la société a changé, la nature des rapports de production, elle, n'a pas changé. Ces rapports sont restés ce qu'ils étaient à l'époque où Marx écrivait, c'est-à-dire capitalistes, c'est-à-dire fondés sur le profit et l'exploitation. Ceci nous est facile à comprendre en France. Regardez par exemple dans les débats politiques qui vont naturellement se multiplier de plus en plus sous la forme de spectacles jusqu'à l'échéance de mars, les propos qui sont tenus autour de la notion qui avait été avancée aussi bien par le Parti socialiste en France que par le Parti communiste à la veille de 81, autour de la notion de rupture avec le capitalisme. Le fait que ces mouvements mettent en avant la rupture avec le capitalisme correspond à une nécessité qui signifie que les rapports capitalistes sont restés en place et qu'il faut les changer.
Mais quand il s'agit d'opérer cette rupture, on constate que pour les uns, elle sera très très progressive, pour les autres qu'elle se fera sous la forme de petits pas, et l'opinion, enregistrant ces phénomènes, est de plus en plus convaincue que cette rupture, en tout cas si elle est nécessaire, n'est pas pour demain. Ceci signifie tout simplement que, à l'échelle de la planète, les rapports qui dominent sont les rapports entre exploiteurs et exploités. Ce sont des rapports entre dominants et dominés. Ce n'est pas la peine de faire une grande démonstration pour établir ça. Il suffit de regarder tous les jours les quotidiens ou d'écouter les médias. On voit comment la faim, la misère se développent dans le monde, l'apartheid, comment s'accroît le sous-développement, comment la pression des pays capitalistes s'exerce sur les richesses des pays du tiers-monde, qui fait que ceux-ci, notamment en Afrique, sont plus appauvris aujourd'hui que les indépendances ont eu lieu qu'ils ne l'étaient du temps du colonialisme. C'est donc le moment de se retourner vers le message de Marx. Et quels que soient les développements historiques et les pages tournées qui aient suivi les analyses de Marx, de revenir à ce message élémentaire sur lequel nous avions insisté au début et que vous allez peut-être rappeler, et qui est le message de jeunesse de Marx, mais dont Marx n'a jamais dévié. Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appellerons communisme le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémices actuellement existantes. Oui, lorsque Marx écrit ce texte, quand il dit « le mouvement réel », ça signifie que le marxisme n'est pas une utopie, que le marxisme essaie de déterminer dans la société moderne les éléments matériels, les éléments réels. Le texte allemand dit « Wirklichkeit », c'est-à-dire l'effectivité. Il essaie de déterminer les éléments qui vont permettre de dépasser cette société. L'élément essentiel, nous le connaissons. C'est ce que Marx appelait le prolétariat, disons plus largement la classe ouvrière. Aujourd'hui, cette notion n'est plus suffisante. Il faut substituer à la notion de classe ouvrière ou de travailleur l'ensemble des dominés. Dans une société comme la nôtre, les dominés ne sont pas seulement les travailleurs immigrés qui sont sur les chaînes. Les dominés comprennent de très nombreuses personnes du secteur tertiaire, d'où les luttes enregistrées tant bien que mal par les syndicats contre la hiérarchie, etc. Ceci rend d'ailleurs assez dérisoire certaines élucubrations de la rive gauche parisienne. D'autant plus dérisoire que chez nous, et chez nous ce n'est pas l'Afrique évidemment, nous avons des phénomènes qui, toute proportion gardée, sont équivalentes à la faim, à la misère. C'est celui de l'absence de perspective pour les jeunes, le grand nombre de chômeurs parmi eux, etc. Mais il y a plus. Il y a plus. Autrefois, dans la querelle que Rosa Luxembourg avait conduite avec ses amis du parti allemand, Rosa Luxembourg faisait valoir que son époque, selon elle, n'offrait pas de choix, ou plus exactement proposait un dilemme entre lequel le choix était déjà indiqué. Elle disait « ce sera le socialisme ou la barbarie ». Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais disons qu'aujourd'hui, quand nous voyons comment évolue le monde, nous sommes obligés de constater non seulement que Rosa Luxembourg avait raison, mais que le dilemme qu'elle proposait s'est aggravé. Aujourd'hui, ce n'est plus la barbarie, cette barbarie a un nom, c'est l'exterminisme, comme dit le philosophe anglais Thomson, c'est-à-dire l'anéantissement par la guerre, et que face à la militarisation accélérée, qui concerne aussi la militarisation des économies, nous n'avons effectivement pas le choix, et je dirais à l'est comme à l'ouest, et au nord comme au sud, que de procéder à ce que Marx appelait, et ce que Rimbaud appelait aussi, souvenez-vous, nous avions vu ces textes à la première émission, la nécessité de changer le monde, la nécessité de le transformer tout simplement parce que nous y sommes condamnés. Face à cela, il y aurait un autre choix qui consiste effectivement à se résigner, à adopter des attitudes de fuite ou de recours. Aujourd'hui, elles ne manquent pas, depuis les attitudes d'émission, les attitudes de recours religieux qui n'ont pas cessé de se multiplier, toutes les formes de glissement à des idéologies comme les idéologies de l'extrême droite, etc. Il me semble, quant à moi, que
il convient de rendre son sens au marxisme, non pas au sens où l'on retrouverait un message qui aurait été oublié, mais dans la mesure où c'est jusqu'ici, comme le dit Heilbronner, la seule théorie qui offre des armes pour penser la transformation du présent. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des mots et que nous avons aujourd'hui à redonner un sens à l'idée de révolution parce que cette révolution est devenue nécessaire, étant bien entendu que son programme est indisponible en dehors des luttes réelles de notre temps. C'était un cours de philosophie destiné aux étudiants de première et seconde année, unité d'enseignement 202, fait par M. Georges Labica, professeur à l'université de Paris X Nanterre.